Donc d'abord, on va commencer avec Garmin, la société si on va suivre les schémas ici. Les critères d'achat sont encore valides. Dans les cas de Garmin, non, parce que les fondamentaux, en fait, n'étaient pas bons au moment des résultats. On avait acheté, on avait ajouté la société dans les portefeuilles. Elle avait des fondamentaux bons. Elle était bien dans les marchés. Elle était sous-valorisée. Mais lorsque les prochains résultats sont arrivés, les résultats, c'était pas bon. OK? Et donc, je vais vous montrer en détail. Déjà, vous pouvez voir ici les résultats nets depuis 2017. Ils avaient fait 695 millions de résultats nets. Résultats nets, c'est ce qui reste dans la poche de la société après avoir payé les impôts, les intérêts, les fournisseurs, etc. L'année de 2018, ils ont fait pareil, donc les mêmes résultats, mais en 2019, ils ont fait presque 50% d'augmentation des résultats nets. En 2020, une petite augmentation quand même, de 5% environ. En 2021, une augmentation de 10%. Et bon, qu'est-ce qui arrive en 2022 du coup? Ben, un résultat en baisse. Et un résultat même inférieur au résultat qu'on avait pendant la crise, la pandémie de 2020. J'ai découvert récemment que je ne peux pas parler les mots de la pandémie qui commencent par C. Sinon, YouTube, il coupe la monétisation et aussi la diffusion de la vidéo. C'est incroyable, mais c'est bon. Donc, vous voyez ici les résultats TTM des 12 trailing months, les 12 derniers mois, que la société a présenté des résultats inférieurs à 2021 et inférieurs à la crise de 2020 et presque la même chose qu'elle avait fait en 2019. Ok, vous pouvez dire, ok, Michael, mais peut-être c'est juste un semestre. Ok, on avance. Ensuite, vous allez remarquer que la société a diminué la marge nette. La marge, c'est les pourcentages de chiffre d'affaires qui restent dans la poche de la société. En 2017, 18, 19, 2020, 2021, la marge nette était plus élevée qu'en 2022. Donc, pendant une période compliquée de marché qui était 2020, la société avait des marges encore plus élevées qu'en 2022. Les retours sur les capitaux propres, donc ça veut dire la rentabilité que la société elle fait avec ses propres moyens, avec sa trésorerie, avec ses capitaux, a diminué également. Au-delà de ça, la société a annoncé ça officiellement sur son site. Okay? La société d'appareils de navigation, de communication et d'information a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 1,24 milliard de dollars au deuxième trimestre, soit une baisse de 6% par rapport au trimestre de l'année précédente. Mais vous voyez, c'est 6% en baisse, pas par rapport à une année quelconque, une année n'importe quelle année. C'est un résultat en baisse par rapport à une année de récupération de Covid. Ok? Donc là, je viens de parler les mots. J'espère bien que YouTube ne va pas couper ma vidéo. La société également a baissé ses prévisions. Garmin, guidée par un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars en avril, la société a soutenu les prévisions de 5,5 milliards de dollars. Et attention à la dernière phrase. La perspective ajustée de bénéfices par action était de 4,90 $ par rapport aux prévisions antérieures des 5,90. Donc, une diminution du résultat net par action des presque, on va dire ici, entre 15 et 20% par rapport aux attentes. Donc, même la société a dit que non, normalement, les prochains trimestres, ça sera difficile. Bon, après avoir analysé ces résultats fondamentaux et analysé ce que la société a annoncé, j'ai décidé de simplement alléger la société. J'ai pris l'argent que j'avais investi sur la société et à ces moments-là, après cette annonce, j'étais plutôt à moins 15, quelque chose comme ça, peut-être à moins 17. Et j'ai décidé d'alléger la société, de vendre la société pour placer sur un autre actif qui pouvait rentabiliser plus. Et ça fonctionnait super bien parce que j'ai retiré l'argent des Garmin et j'ai mis sur des autres sociétés de portefeuille qui avaient plus de potentiel. Et la bourse, c'est toujours ça. Utiliser notre argent sur quelque chose qui a plus de potentiel. Et c'est pour ça qu'on ne va pas fixer des seuils de vente. Parce que toujours, c'est une analyse immédiate de quels sont les actifs qui ont plus de potentiel. Si on suit les schémas à droite, une société avec les fondamentaux sont encore solides, oui. La valorisation et le potentiel, il est bon. Dans les cas des pains, non, parce que la valorisation, elle était très élevée. OK? C'est pour ça que j'ai décidé d'alléger.
Ici, on va rentrer dans un sujet niveau intermédiaire déjà. Il faut connaître les ratios des valorisations. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur mon site, sur Club de Valeurs, onglet Downloads et télécharger mon e-book d'analyse fondamentale d'action. Donc, Paper et Pain, l'achat était réalisé où il y a la première flèche rouge, ok? Et la vente était réalisée où il y a la deuxième flèche rouge. Ça marche? Qu'est-ce qui s'est arrivé? La société a baissé énormément parce qu'elle était très chère et avec la crise qui est arrivée entre 2021 et 2022, toutes les sociétés liées à la technologie, à l'information, elles ont baissé énormément. Et en plus, dans les cas des pains, elle avait des activités en Ukraine et en Russie. Et vous savez très bien ce qui se passe là-bas à ces moments. Donc, pourquoi j'ai acheté la société qui faisait 20% de son chiffre d'affaires au lest? Parce que la société a baissé de 60%, mais les résultats qu'elle faisait au lest étaient touchés seulement de 20% de son chiffre d'affaires. Donc, j'ai trouvé que les marchés a exagéré sur la baisse de la société. C'est pour ça que je l'ai ajouté dans les portefeuilles. J'ai payé 272, si je ne me trompe pas, sur l'action des pains. 272. Donc, j'ai acheté la société, je l'ai trouvée sous-valorisée, elle méritait plus, elle était très pénalisée à cause des spéculations et à cause... bon, elle avait fermé son marché quand même au lest, mais si ça impactait son chiffre d'affaires en 20%, pourquoi tomber 60? À mon avis, sur les long terme, ça n'avait pas de sens. Donc, je l'ai ajouté dans les portefeuilles. Mais bon, quand je l'ai ajouté dans les portefeuilles, elle avait un cours sur bénéfice de 48. Et je sais que beaucoup parmi vous vont poser la question, ouais, Michael, mais un perte de 48, c'est énorme. Je sais très bien que c'est énorme. Mais moi, j'évite au max d'acheter des sociétés avec un PR énorme parce que je suis un investisseur de type value. J'achète des sociétés qui sont sous-évaluées. C'est quoi les cours sur bénéfice? C'est la valeur que la société a dans la bourse divisée par son résultat net. Okay? Donc, si on va donner l'exemple dans la boulangerie, une boulangerie sera vendue par son propriétaire à 1 million d'euros et elle produit 500 000 euros par un des résultats nets. Donc, ça fait 1 million divisé par 500 000, ça donne 2. Ça donne un cours sur bénéfice de 2. La valeur des ventes de la société dans les marchés divisé par son résultat net. Plus élevée est cette valeur, ça veut dire que la société est vendue plus cher. C'est comme ça qu'on va analyser une société dans la bourse. C'est comme dans l'immobilier. On va comparer aussi avec les marchés. On va analyser combien de fois, on va analyser la rentabilité, combien de temps je vais dépenser aussi pour rentabiliser. EPAN avait un cours sur bénéfice de 48, mais sa moyenne des PR, des cours sur bénéfice, était de 57 presque sur les 5 dernières années. Donc, elle était sous-valorisée par rapport à son propre cours sur bénéfice. OK? Et aussi, je vais vous montrer tout à l'heure que cette société, elle possède une croissance de 34% par an, 5 fois plus rentable que l'S&P 500. Donc, si on va diviser aussi les cours sur bénéfices par rapport à la croissance, on va trouver un PEG ratio, un PEG de 1, quelque chose. Ce qui montre que la société est avec une valorisation acceptable. Quand je l'ai ajouté dans les portefeuilles. Les problèmes, c'était ensuite, regardez que ça change d'une page vers l'autre. La flèche, elle bouge. Ensuite, quand je l'ai vendue, elle avait un PR de 72, beaucoup plus élevé que sa moyenne des 5 dernières années. Les autres fondamentaux étaient encore bons, la marge nette, retour sur capital propre, les dettes, etc. Mais là, elle est montée très rapidement et elle n'avait même pas du temps de produire des résultats extraordinaires. Donc, ça veut dire que la hausse, elle était rapide, énorme, et à ces moments, la société, elle était survalorisée. En parallèle avec l'immobilier, c'est la même chose qu'acheter un appartement aujourd'hui et d'ici 2 ou 3 mois, ça va avoir une valorisation des 50%. Quelqu'un tape votre porte et dit « Ok, je vais acheter ton appartement 50% plus cher. » Bah, normalement, vous allez accepter parce qu'il n'y a pas de raison que ça monte 50% comme ça. Les potentiels que j'attendais, ok, la société pouvait arriver à un PR moyen ou un P supérieur à la moyenne. Mais une hausse énorme comme ça, elle a fait plus de 65% dans quelques mois. 65% dans quelques mois. OK? Donc voilà, j'ai analysé les cours sur bénéfices, j'ai analysé les autres ratios et j'ai décidé du coup, avec une hausse rapide, avec une société survalorisée, de la vendre partiellement et garder la plus-value. C'est ça que j'ai fait. Regardez que la société, depuis sur les 5 dernières années, elle a fait une croissance des bénéfices, ça veut dire des résultats nets, de 34,2% par an. Donc, c'est vraiment énorme, hein, avec un livret A à 2%, avec la moyenne de la bourse historique de 7-8%.
un bénéfice de 34% par an, c'est énorme. Mais il ne suffit pas juste ces ratios, juste cette valeur pour décider de l'ajouter dans les portefeuilles. Il y a des autres ratios qu'il faut analyser. Ok, elle a une croissance énorme, mais à quelle valorisation? Et c'est justement ça que je vous ai montré ici. Elle avait une valorisation acceptable par rapport à sa moyenne et ensuite une valeur beaucoup plus élevée par rapport à sa moyenne et même par rapport aux concurrents. Donc, j'ai décidé d'alléger la société. Donc, si on revient ici, tac, tac, à gauche, la société a perdu ses fondamentaux. À droite, la société a gardé ses fondamentaux, mais elle avait moins de potentiel parce qu'elle a pris une valorisation très rapidement. La société elle était survalorisée. Dans les deux cas, il n'y avait pas de seuil de plus-value ou seuil de moins-value. Il avait simplement une décision à prendre. Ok, EPAN, j'avais plus 65%. Comme vous savez, du coup, je n'avais pas vendu à 40, au 50, au 30. Je n'avais pas un seuil fixé. Mais quand il arrivait à 60, 65, j'ai remarqué que la valorisation était élevée. Et donc, j'ai pris une décision.